me joins au cœur des remerciements chaleureux, cher Jean-François, pour m'avoir offert le plaisir d'entendre de remarquables interventions. Et après les exposés savants des historiens, des urbanistes, merci beaucoup, eh bien, mon propos sera le regard d'un architecte, concentré sur le parvis, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il faut bien se concentrer, pour évoquer son échelle, sa composition et les conclusions qu'on pourrait tirer pour ces lendemains. Alors, le sommaire, le voici brièvement, une étude, une évolution historique rapide. Vous allez voir, ce n'est pas la même tout à fait. Le parvis aujourd'hui, le parvis projeté, quelques références analogiques, un espoir, c'est le retour à l'échelle urbaine, et enfin, une conclusion. Évolution historique, le parvis ouest de la nouvelle cathédrale au XIIIe siècle est mal connu. On sait qu'au début des travaux de construction, Maurice de Sully avait fait prolonger vers 1165 la rue Vieille Notre-Dame pour l'amener des matériaux de construction pour le chantier. Cette rue est devenue la rue Neuve Notre-Dame dans l'axe de la cathédrale. Il dut pour cela effectuer de nombreuses acquisitions de maisons en vue de leur démolition, et donc on en déduit que la partie amont de l'île de la Cité était donc très peuplée, avec un tissu urbain très dense. Les premières représentations du parvis remontent vers 1550 avec le plan Truchet et Oyot, qui représente un parvis exigu entouré d'un tissu urbain serré. Le plan archéologique apporte davantage d'informations. Apporte davantage d'informations sur l'état au milieu du XVIe siècle, avec une imbrication extrêmement serrée des parcelles, une présence de nombreuses églises, de l'Hôtel-Dieu le long de la Seine, et le tracé légèrement coudé de la rue Neuve Notre-Dame. Alors, j'ai repris le même plan et je l'ai coloré pour essayer de bien identifier les îlots et qui montrent le tracé de l'ancienne basilique cathédrale carolingienne, Saint-Étienne, dont la démolition, on voit donc en jaune devant la cathédrale, dont la démolition constituera en creux le parvis du début du XIIIe siècle. On constate donc que ce parvis médiéval est non pas un espace construit, mais un laissé-pour-compte sans recherche de conception et dont les dimensions sont restreintes, 30 mètres de profondeur pour 50 mètres de large. La face ouest de la cathédrale est à peu près de 43 mètres et dont le contour est irrégulier avec une emprise de l'Hôtel-Dieu qui avance jusqu'à 17 mètres du portail Sainte-Anne. Ce qui est important de noter, et on va le voir par la suite, c'est que ce parvis va perdurer pendant 5 siècles et demi. On le voit sur le plan de Mérian en 1615, on le voit sur les gravures du milieu du XVIIe siècle avec sa fontaine et l'enclos clérical entouré de bornes. Et puis on voit aussi des représentations, peut-être fantaisistes sans doute, des maisons médiévales. Et puis on le voit aussi en 1734 sur le plan de Turgot. Alors, l'événement important maintenant, c'est 1746. Germain Boffrand reçoit commande de l'Hospice des Enfants Trouvés. Il conçoit 2 bâtiments de part et d'autre de la rue Neuve Notre-Dame, dont le débouché est encadré de 2 pavillons à colonnade. C'est la première composition du parvis selon une place urbaine monumentale d'architecture classique, côté ouest, et qui ne modifie pas les 3 autres côtés. Et seul le bâtiment nord sera construit, accentuant l'irrégularité du parvis qui restera exigu au sud. Donc, on a l'impression qu'il y a un coup qui est porté au nord, sans suite au sud. Donc, c'est déjà la symétrie qui, malheureusement, continue. Sa largeur reste inchangée, mais sa profondeur est portée côté nord à 60 mètres. Au sud, on est toujours à 17 mètres du portail Sainte-Anne. 1772, l'incendie de l'Hôtel-Dieu ravage tout le côté sud de la rue Neuve. L'Hôtel-Dieu, qui devait être transféré à l'hôpital Saint-Louis, est reconstruit de 1782 à 1802. Vous voyez là, ce qui est reconstruit ou maintenu, c'est les parties qui sont en jaune intense. En jaune, pardon, en gris soutenu. L'Hôtel-Dieu est un bâtiment de 5 niveaux le long de la Seine et dont le pavillon d'entrée sur le parvis est reculé à l'aplomb du goutteau sud de la cathédrale. Ça en prend un peu plus
de largeur. Cependant que l'hospice des enfants trouvés est agrandi. C'est celui de Beaufranc, mais il est légèrement agrandi vers l'ouest, de même que la partie frontale là, a été modifiée. La profondeur du parvis ne change guère, 60 mètres de profondeur, mais le recul du nouveau pavillon d'entrée dégage la façade de la cathédrale en portant la largeur du parvis à 65 mètres. Le parvis de Beaufranc est presque restitué en plan, presque en plan. Mais le côté nord de la rue Neuve est toujours bâti et le côté sud est bordé par un terrain vide, jardin de l'Hôtel-Dieu, et donc, après un coup au nord, un coup au sud, un peu plus loin. Georges Eugène baron Haussmann est nommé en 1853 préfet de la Seine et reçoit compétence pour la voirie et la salubrité. Sur le parvis, les changements radicaux seront réalisés à partir de 1876 avec la construction du nouvel Hôtel-Dieu qui engendre la démolition de la rue Neuve, Notre-Dame et de l'hospice des enfants trouvés, qu'on voit exactement devant la cathédrale. De 1863 à 1867, la caserne des 100 gardes, future préfecture de police, est construite le long de la rue du Petit Pont. Et on remarque une chose, c'est que le grand axe de cette composition n'est pas en face du grand axe, correspond pas au grand axe de la cathédrale, mais longe le nouvel Hôtel-Dieu à droite. L'Hôtel-Dieu est démoli en 1878. En 1880, le parvis est entièrement dégagé de l'Hôtel-Dieu à la Seine et de la cathédrale jusqu'à la préfecture de police. Sa profondeur atteint 170 mètres pour une largeur de 105 mètres. Alors, ce qu'on peut dire en regardant cette image et en réfléchissant un petit peu à cette évolution, c'est qu'au fond, on a l'impression que cette évolution historique est le tableau d'un échec persistant, où l'évolution des projets de construction de 1742 à 1838, dégageant une fois au nord, une fois au sud, n'ont cessé d'accentuer le déséquilibre du parvis de la cathédrale. On comprend que les grands travaux d'urbanisme du XIXe siècle ont été l'occasion d'assainir par le vide ce désordre. On peut dire que c'est l'histoire d'un grand ratage, débouchant sur un désert de 1,7 hectare. Ce n'est ni une réflexion sur la cathédrale dans la cité, ni une composition, ni même une solution. Le parvis aujourd'hui, au début du XXe siècle, c'est un gigantesque parc de stationnement qui s'approche, coïncidence, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale. Sensiblement, on retrouve la profondeur du parvis médiéval. De 1965 à 1972, des fouilles archéologiques sont menées sous le parvis par Michel Fleury et mettent en évidence des vestiges de l'époque gallo-romaine jusqu'au début du XIXe siècle. On a entendu hier parler des études de Jouve et d'Herman qui tentent de donner une composition à ce grand espace vide et qui débouchent sur un dérisoire traitement de surface, fruit de frilosité administrative et multiples, qui évoque la rue Neuve et les îlots urbains de part et d'autre, et que quelques massifs de verdure et un alignement d'arbres côté du nouvel Hôtel-Dieu verdissent, mais sans succès. En 2015, la mairie de Paris lance une réflexion sur l'ensemble de l'île de la Cité. Alors ça, c'est le résultat actuel, pardon. Et donc, la mairie de Paris lance en 2015 une réflexion pour l'ensemble de l'île de la Cité. Et le Centre des Monuments Nationaux propose, avec l'architecte Dominique Perrault, de couvrir les cours et espaces publics de verrières, créant 100 000 m² de surface commerciale sans poser une seule pierre, je cite. Et ce n'est là que, non pas un projet d'urbanisme, mais l'histoire d'une captation commerciale. Le parvis de Notre-Dame serait couvert d'une verrière éclairant la crypte, où le public aurait accès depuis le quai. Alors, on sait que Dominique Perrault est un grand architecte et il est évidemment songé au problème de la crue de la Seine. Et si la découverte de la cathédrale serait ainsi assurée depuis les vestiges qui lui sont antérieurs, en revanche, pour l'accès normal, depuis le sol de verre, on pourrait redouter cela. Au fond, le projet de Perrault est le dernier acte de désertification, l'état ultime d'abstraction et d'isolement de la cathédrale, et je peux dire jusqu'à sa mise en lévitation. Alors, un peu de
des vocations, des analogies. Les cathédrales qui ont été bâties au centre des villes, dans des tissus urbains plus denses. Ici, c'est la maquette de Carnavalet qui a été faite au XIXe siècle et qui représente en quelque sorte ce qu'aurait pu être ce parvis médiéval. Cette confrontation entre monumentalité gothique et espace urbain n'a jamais été vécue comme un conflit. Eu égard à deux facteurs, les références constantes de l'échelle humaine dans l'architecture gothique et la vocation symbolique de la cathédrale au cœur de la cité. Pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, le rapport entre la façade occidentale des cathédrales gothiques et la dimension de leur parvis, dans la profondeur ne dépassant pas quelques dizaines de mètres, n'a jamais été considéré comme une contrainte. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'urbanisme s'organise en perspective architecturée. Le projet de Beaufranc en 1746 en est l'illustration inachevée. L'ouverture du parvis de Notre-Dame par Haussmann en 1874 est la poursuite de cette évolution de mise en monumentalité, mais en abandonnant toute notion de composition et d'échelle urbaine. La cathédrale devient alors un objet architectural isolé dans un espace vide et hors de mesure. Et le projet de Perrault en 2016 en est le dernier acte. Cette tendance à l'amplification des parvis et à la mise en scène des cathédrales, sorte de purification architecturale, ne se voit pas qu'à Paris. À Chartres, dont vous avez l'image ici, par la démolition au XIXe siècle du quartier canonial, le parvis est porté de 18 mètres à 100 mètres devant les portails ouest. À Reims, après les bombardements de la Première Guerre mondiale, les abords de la cathédrale sont dégagés en adoptant cette tendance à l'évidement que vous voyez là. Et les cas se multiplient. En 1924, prenant conscience de l'importance du cadre urbain des cathédrales, la Commission supérieure des monuments historiques valide le maintien du cadre urbain, non seulement à Reims, mais aussi à Beauvais, à Noyon, malgré l'opposition des conseils municipaux et de l'opinion publique, qui ne veut pas que l'on obstrue la vue de sa cathédrale. Et alors ça, c'est un élément extrêmement important. Les débats rebondissent à Amiens en 1974, à Rouen en 1976, et à l'inverse, plus récemment à Reims en 92 et Chartres en 93, des concours sont lancés pour le réaménagement des parvis. Il s'agit de scénographies qui expriment un sens. La cathédrale doit à la fois dominer la ville, être vue de loin et en même temps appartenir à l'échelle du piéton. Dans les villes où les parvis médiévaux ont été conservés, la cathédrale ne se découvre qu'au débouché de rues peu larges, bordées de maisons de 3 à 4 étages. Et par l'apparition soudaine de la prodigieuse puissance de son architecture, saisit le piéton d'un extraordinaire coup de théâtre architectural. Strasbourg, ou ici dans l'Axe, mais aussi à Quimper, à Rouen, où on voit que par la malice d'un alignement imparfait, quoique, la cathédrale n'apparaît pas sur son axe, mais sur sa tour nord, qui accentue par son élancement cette puissance. Et peu à peu, au fur et à mesure de l'approche du parvis, l'architecture de la façade se révèle dans toute la majesté de sa composition. L'avis de Edward Gartner, en 1926, exprime ce coup de théâtre à Paris et fait regretter vivement, avec la démolition de la rue Neuve, la disparition de ce paysage urbain pittoresque et vivant. Regardez bien cette image, souvenez-vous-en, on va en reparler après. Mais qu'apporte aujourd'hui aux visiteurs un grand parvis de 170 mètres devant Notre-Dame, si ce n'est de pouvoir prendre une photo frontale? Qu'apporte ensuite à ce même visiteur sa remontée du parvis? Qu'apprend-il de nouveau sur la cathédrale et son contexte? Rien de plus qu'une augmentation de la même image, mais sans émotion. Le parvis dilaté a desséché l'architecture qui est devenue muette et solitaire. Alors que le traumatisme de Notre-Dame a bouleversé le monde entier et mobilise les énergies pour sa restauration. Au moment où Chartres et Reims travaillent sur la réparation des parvis de leur cathédrale, c'est aujourd'hui l'occasion inespérée de mettre fin à Paris
à un égarement monumental dont on ne comprendrait pas que cette opportunité ne soit pas saisie. C'est le moment d'en engager franchement l'étude. Il n'est pas concevable de tenter de restituer le parvis médiéval. Il faut recomposer et reconstruire l'échelle du parvis avec l'état existant, la préfecture de police, l'hôtel-Dieu, et dont on propose aussi de conserver comme acquis le plateau piétonnier. Alors, voici le parvis de 170 mètres par le parvis d'Haussmann. Et voici les axes que l'on peut tirer des existants. Alors, l'axe de la cathédrale, l'axe ouest-est de la rue Neuve, qui est ici et qui pointe sur la tour nord, l'axe nord-sud de l'actuel hôtel-Dieu, l'axe est-ouest de la préfecture de police, qui continue sur la rue du Cloître, et l'axe nord-sud de la rue d'Arcole, qui va au Pont-au-Double. Ces axes donnent l'appui de la composition possible. Profondeur du parvis. La profondeur du parvis médiéval est d'environ 30 mètres au XIIIe siècle, puis 60 mètres au XVIIIe siècle. Par comparaison, à Strasbourg, le parvis est profond de 16 mètres, à Angers, 20 mètres, Quimper, 29 mètres, Senlis, 32 mètres, Rouen, 42 mètres. À Paris, une profondeur moyenne de 40 mètres pourrait correspondre à un espace urbain, à cet espace qui a été consacré pendant 5 siècles et demi et qui a satisfait à la fois à l'appréhension du piéton et aux cérémonies religieuses et nationales. Ensuite, il faut restituer la rue Neuve Notre-Dame. Il faut rétablir la découverte de la cathédrale au débouché de l'ancienne rue Neuve et restituer ce coup de théâtre tel que le montrait l'avis de Gartner. Il faut recréer une façade sur la Seine, façade bâtie, bordée d'une voie de circulation piétonne. Conserver et compléter les alignements d'arbres, qui est la seule végétalisation urbaine possible. Et puis, constituer des îlots en regroupant les objectifs fonctionnels, mais il y en a tellement. D'abord, le musée de l'œuvre Notre-Dame, tant attendu. Les documents foisonnants sur l'histoire de l'architecture de la cathédrale depuis sa construction jusqu'à nos jours, y compris les dessins et les documents des travaux du XIXe siècle qui sont extraordinaires et tellement nombreux. En profitant pour mettre à cet endroit les connaissances issues de la restauration post-incendie, les relevés, la recherche documentaire et scientifique que l'incendie a mobilisée, et c'est absolument prodigieux. On n'a jamais vu une telle concentration de recherche sur un seul édifice en si peu de temps. Regrouper là les fragments issus de l'incendie, le dépôt lapidaire que j'ai tant eu de mal à vouloir sauver en vain, offrant ainsi une extraordinaire présentation de l'édifice au public, et puis la liaison avec la crypte sous le parvis actuel, et puis les ateliers de chantier des tailleurs de pierre, et ça serait là, à ce moment-là, qu'on pourrait les disposer le long de la Seine avec une voie d'accès privilégiée qui servirait à ce moment-là de lieu permanent pour la restauration, l'entretien et puis la promotion de ces métiers auprès du public. L'accueil du public, les visiteurs de la cathédrale, ce que disait le père Drouin tout à l'heure, on ne s'est pas concerté. Mais c'est la préparation à la visite, l'espace que vous avez appelé de médiation, tous les services d'accueil, de confort, restauration, les boutiques évidemment, bibliothèques et les consignes qui sont absolument indispensables pour la sûreté de la cathédrale. Voilà un élément de programme, mais qui, à mon avis, serait suffisant déjà pour justifier une construction de cette importance. Alors maintenant, parlons d'architecture. La question de l'échelle, la question de l'échelle et de la volumétrie est essentielle. Il ne faut pas dépasser R+3 ou R+4 afin de préserver le rapport avec la cathédrale. Il faut éviter les grandes perspectives et ne pas craindre les rues étroites et les venelles. Il faut reconstituer un tissu urbain à l'échelle de l'histoire de la cathédrale, à l'échelle de l'histoire de la cité.
La question de l'écriture architecturale est décisive. Vous vous souvenez, on a eu à un moment donné une architecture contemporaine pour une cathédrale provisoire qui a été proposée il y a à peu près un an, un peu plus, et qui pourrait donner une préfiguration contemporaine architecturale de cette réoccupation du parvis. Mais bien plus difficile qu'un morceau de bravoure, ce n'est pas l'endroit d'un morceau de bravoure architectural. Ce qui est attendu ici, c'est une architecture contemporaine, non mimétique, de bon aloi, j'allais dire, libre, mais en écho avec le tissu urbain traditionnel, sans rupture avec la cathédrale, et ni qui soit une concession aux modes et tendances de l'architecture à l'architecture internationale. Il faut créer de nouveaux îlots urbains, jouant sur les silhouettes, les rythmes, les opacités, les transparences, selon les rez-de-chaussée et les étages, selon les matériaux. Alors, ce que je propose ici est un collage bien maladroit qui n'est qu'une illustration de ce que l'on pourrait imaginer comme tendance vers une architecture qui ne soit pas une architecture internationale. Alors, en guise de conclusion, cela relève peut-être de la gageure. Le véritable défi architectural se trouve là. Il n'était pas dans la flèche, il n'était pas dans la toiture, mais il est là, le défi architectural. Et c'est là qu'il faut le saisir absolument. Et c'est le moment, sans aucun doute, de donner par un concours international une véritable démonstration de création et d'harmonie inventive et de haute qualité, et qui montre ce qu'une architecture du début du XXIe siècle peut réussir avec bonheur dans la réconciliation de la cathédrale avec sa ville. La cathédrale a été rattrapée par sa mise en majesté au fond de son parvis. On l'a vu tout à l'heure. Toute tentative d'atteinte à ce parvis gigantesque, évidemment, risquera probablement d'être inhibée. Et on se souvient de l'échec des recherches et des études de Hermann et Jouve. Et à notre tour, est-ce qu'on ne sera pas aussi rattrapé par les dogmes du patrimoine mondial? Voilà les perspectives, peut-être, mais il faut pourtant se persuader que c'est la seule issue et la bonne solution. Et pour citer Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je vous remercie. Un très grand merci, cher Benjamin, pour cette présentation. J'espère que ce que tu dis, je t'en prie, tu peux rester. Nous allons, ce sera peut-être des prophéties. Je peux difficilement ne pas évoquer, peut-être tout le monde l'a en tête, quand cette manière de concevoir, en somme, l'histoire et le projet, de les mettre en regard. Il faut irrésistiblement penser au projet de Benevolo pour la reconstruction du Borgo en lieu et place de la Via della Conciliazione devant Saint-Pierre. Cette idée que, au fond, un acte inconsidéré a été commis, la mise à distance de la basilique Saint-Pierre, n'est-ce pas, avec cette avenue triomphale. Et donc, l'idée, au fond, d'une certaine manière, serait de reconstruire ce qui a été détruit. Vraiment, un immense merci. Je crois que nous avons été très... je suis vraiment très... Alors, nous avons terminé les interventions. Je crois que la session de questions et de réponses va être reportée à l'après-pause. On va regrouper en un seul élément compact. Je suis mis d'accord avec les différents membres de la table ronde. Après donc 10 minutes de pause, je propose qu'on reprenne pour une séance donc, de table ronde et en même temps les questions et réponses qui s'imposent auprès des intervenants. Merci beaucoup. Donc, pour les internautes qui nous suivent, nous nous retrouvons à bien, à 16 heures, disons. Voilà. On laisse un peu de temps.